Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Agnès Marion. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc collaboratrice de Marion Maréchal, porte-parole de la campagne Protégeons nos enfants et présidente de Parents Vigilants, qui a été créée sous le patronage de Reconquête. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Oui, absolument. Ouais. Cette association a donc vocation à lutter contre les dérives wokistes, islamistes et LGBT à l'école. Et il y a une semaine, vous avez organisé votre premier colloque au Sénat à l'invitation du sénateur Stéphane Ravier, colloque vivement commenté par un certain nombre de personnalités politiques. On y reviendra tout à l'heure. D'abord, quand on parle du réseau de parents vigilants, de quoi s'agit-il ? Alors, Parents Vigilants, comme vous le disiez, c'est parti en fait en septembre 2022, donc on fête nos 1 an. D'un constat d'Éric Zemmour que beaucoup de gens partageaient, que moi je partageais comme mère de famille, à savoir que il y avait un grand endoctrinement en France et que ce grand endoctrinement, nos enfants le subissaient à l'école, pas tout le temps, pas systématiquement, mais régulièrement. Donc nous avons décidé de fonder ce réseau. On a demandé aux parents qui avaient un sujet d'inquiétude au sujet de l'école de nous rejoindre sur une plateforme en ligne, de se manifester et puis éventuellement, s'ils en avaient, de déposer des témoignages. Aujourd'hui, on a 20 000 parents vigilants. On a collecté 5 000 témoignages d'histoires, de choses qui se sont passées au sein des établissements scolaires de nos enfants et qui sont absolument pas normales. L'éducation nationale ne devrait pas faire ça. Donc voilà, donc nous avons recensé tout ça. Et nous avons été, je dois le dire, un peu surpris de notre succès puisque on s'est rendu compte qu'on avait ouvert une sorte de porte pour que les parents puissent s'exprimer parce qu'ils étaient très régulièrement confrontés à une sorte de mur du silence quand ils s'adressaient aux instituteurs, aux professeurs, aux chefs d'établissement pour dire qu'il y avait des choses qui ne convenaient pas dans l'enseignement qu'on prodiguait à leurs enfants. Quels sont les témoignages que vous recevez le plus, qu'il s'agisse des parents d'élèves, des élèves eux-mêmes ou des professeurs ? Alors, vous avez raison de dire qu'il y a également des élèves qui nous envoient des témoignages et des professeurs parce qu'il y a quand même des îlots de résistance à l'école. On pourrait les répertorier de 3 manières. L'entrisme islamiste, évidemment. Voilà, il y a eu un gros sujet sur la baya, mais il n'y a pas que ça. On voit des petits-enfants en maternelle qui sont mis à l'écart par leurs camarades parce qu'ils ne mangent pas de porc. Évidemment, les menus halal à l'école, menus halal qui sont parfois parfaitement assumés par les collectivités territoriales qui sont gestionnaires des cantines, puisqu'on a pu observer à quelques reprises que le terme halal était explicitement indiqué dans les menus de la semaine qui sont mis à disposition des parents sur le site d'un conseil départemental, par exemple, des surveillants qui sont en camis, des prières dans des recoins d'établissement. Donc voilà, c'est vraiment très prégnant. Il y a l'effet très visible de la baya, mais il y a d'autres choses. Il y a également le lobby immigrationniste, avec des expositions dans les halls d'école, sur l'accueil des migrants, sur les migrations. Je crois que vous aviez empêché justement la visite d'un camp de migrants qui avait été organisé par un collège. Nous avions effectivement, alors nous avions par un lycée, nous avions empêché la visite d'une association qui venait en aide à des migrants, organisée par une professeure de philosophie qui travaillait sur les limites, mais dont l'engagement militant n'était un secret pour personne, puisqu'elle était présidente d'une association de soutien aux migrants elle-même. Et effectivement, quand on a mis cette affaire à jour, tout le monde a rétropédalé et cet événement ne s'est pas tenu. D'accord. Et lorsque vous dénoncez ce type d'événement, parce que là on touche quand même à un sujet un petit peu sensible, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce que ça a pu provoquer dans certains établissements, on pense à Samuel Paty, face à l'islam, à tout ça, est-ce que vous recevez vous-même peut-être des menaces, des intimidations ? Comment réagit le rectorat, les chefs d'établissement, etc. Alors, c'est surtout en fait circuler, il n'y a rien à voir en fait. Je crois qu'il y a
Vous savez, on a parlé du pas de vaguisme pour les professeurs. En fait, cette attitude, c'est également celle qu'on nous oppose. Je repense à une sortie scolaire où des parents avaient fait une demande de mise à disposition de salles de prière pour les enfants. Et en fait, comment dire, l'organisation de ce voyage dépendait d'un certain contingent d'enfants à emmener, parce que sinon financièrement le voyage ne tenait plus. Donc les professeurs l'établissement s'est senti un peu pieds et poings liés et a accordé cela. Quand on l'a dévoilé, il s'était rien passé, c'était plus que 2 parents, c'était 2 enfants de confessions différentes, etc., etc. Donc en fait, il ne s'était rien passé. Alors qu'on a eu des échos très clairs de professeurs notamment et de parents d'élèves qui nous ont dit non, c'est pas du tout ce qui s'est passé, mais le rectorat a réécrit l'histoire. Nous évoquions tout à l'heure le colloque organisé au Sénat la semaine dernière et les vives réactions de la part d'élus, notamment la sénatrice écologiste Mélanie Vogel, par exemple. Je cite : « Les parents vigilants sont une association d'extrême droite qui organise le harcèlement d'enseignants, les met en danger et dont l'objectif est d'instrumentaliser l'école pour miner les valeurs républicaines. » Dans la foulée, le député de la même obédience, Benjamin Lucas, a demandé l'ouverture d'une commission d'enquête sur parents vigilants. Comment avez-vous réagi ? Alors, comment vous dire ? C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'ironie très, très triste là-dedans. L'avant-veille de l'assassinat de Dominique Bernard, la professeure que vous avez citée qui souhaitait emmener ses élèves à la visite d'une association qui aide les migrants, a produit une tribune dans La Voix du Nord, en expliquant qu'il fallait absolument qu'il y ait un manuel de résistance intellectuelle contre l'extrême droite à l'école. Ironie du sort, dans la même région de France, 48 heures après, Dominique Bernard se fait égorger, et se fait pas égorger par un parent vigilant, en fait. Il se fait égorger par un islamiste. Donc, si vous voulez, en fait, je crois que ces gens sont en parfait décalage avec la réalité. La vérité, c'est que l'éducation nationale, on le sait par ses syndicats notamment, a été extrêmement, par son histoire aussi, avec des ministres communistes pendant un certain temps, il y a fort longtemps, a été tenue par la gauche, et qu'en fait, ils sont en train de perdre une sorte de monopole moral sur l'école, que nous sommes en train de contester leurs pratiques et qu'ils ne le supportent pas. Vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait 20 000 parents vigilants, c'est ça ? 60 000. 60 000, autant pour moi. 60 000, et le but était d'intégrer les syndicats dans les établissements un petit peu partout en France. Est-ce que ça fonctionne ? Combien sont-ils peut-être avoir été élus Alors, ça fonctionne très bien puisque nous avons eu 3 500 parents d'élèves élus. C'est la première fois que nous avons eu cette initiative. C'est quelque chose que nous avons lancé au mois de juin. Les élections se sont tenues en octobre, donc on a eu un tout petit temps de mobilisation. En fait, on a décidé de faire ça parce que à plusieurs reprises, quand des parents nous ont remonté que quand ils allaient voir les établissements, les professeurs, les chefs d'établissement pour expliquer que ils n'étaient pas d'accord avec l'atelier sur la transphobie qui avait été imposé à leur enfant, qu'ils voulaient plus voir une exposition de l'ONG SOS Méditerranée dans les couloirs du lycée de leur gamin. En fait, le chef d'établissement leur avait répondu mais très bien, mais vous n'êtes pas parents d'élèves élus, donc vous n'êtes pas légitime à me faire remonter ce genre d'informations. Donc en fait, on s'est rappelé qu'on avait ce droit de se présenter, et surtout que, vu la situation de l'école, c'était à vrai dire un devoir pour les parents de se réinvestir sur ce champ-là. Et donc, en fait, effectivement, on s'est positionné sur un certain nombre de listes de manière à ce qu'on ne nous dise plus que nous ne sommes pas légitimes à évoquer les sujets que nous évoquons. Alors Agnès Marion, on rappelle, vous êtes présidente de l'association Parents Vigilants. Lundi, nous avons reçu Sylvie Pérez pour son livre La contre-offensive woke. Donc elle explique notamment qu'il y a une contre-offensive woke aux États-Unis qui est en train de se mettre en place, mais aussi en France. Vous pensez qu'on peut justement qu'il y ait une contre-offensive française qui commence à arriver et qu'on peut en finir notamment avec le wokisme, en tout cas en le dénonçant comme vous le faites avec Parents Vigilants?
Alors, je ne sais pas si on en est au stade de la contre-offensive en France. On a un petit peu de retard par rapport aux États-Unis là-dessus, mais du coup, ils sont arrivés à un point où c'est encore peut-être plus saisissant qu'en France. En revanche, oui, il y a une prise de conscience. Je crois que c'est un sujet qu'on évoque de plus en plus facilement, sur lesquels des gens, même de manière un peu surprenante, qu'on n'attendait pas vigilants sur le sujet, qui vous expliquent que oui, ils sont outrés. Ce qui est sûr, c'est que le wokisme, en tout cas, je sais pas, c'est comme une idéologie qui touche euh, des esprits privilégiés, enfin voilà, qui n'ont pas d'autres préoccupations. Les gens qui sont ancrés dans le quotidien, les difficultés de leur quotidien, ont quand même tendance à trouver que c'est complètement déraisonnable, j'allais dire foutraque, hein, si vous me permettez l'expression. Et du coup, ils sont assez facilement mobilisables sur un certain nombre de sujets qui touchent au wokisme. Pour vous donner un exemple, parce que ça nous avait fait beaucoup rire, et je pense qu'on se sortira peut-être aussi du wokisme par le rire, une professeure de collège avait appris à ses enfants non plus le corbeau et le renard, mais la corneille et la renarde, puisqu'il est évident que Jean de La Fontaine est un auteur qui a voulu imposer une domination sur les femmes et que Jean de La Fontaine n'a jamais écrit La cigale et la fourmi. Donc c'est un parent qui nous a remonté ça en nous disant non mais ils sont complètement stupides quoi. Donc je crois qu'en fait les armes contre le wokisme c'est notre esprit français, le bon sens et l'humour. Et j'en vois dans les témoignages que nous recevons des parents qui nous interpellent. Parmi ce que vous combattez, les idéologies, les influences, il y a l'éducation sexuelle. Pape Ndiaye en avait beaucoup parlé. J'imagine que vous recevez aussi beaucoup d'alertes à ce sujet-là. Enfin, voilà, comment vous gérez ça en même temps? Alors, Pape Ndiaye avait fait plus qu'en parler, puisqu'en fait, il en a fait une priorité de son passage au ministère de l'Éducation nationale. Je rappelle juste que parallèlement, nos enfants ont un niveau scolaire qui est très bas. On a perdu 15 à 20 années, en 15 à 20 ans, on a perdu 2 niveaux de classe, qu'on s'effondre dans tous les classements internationaux, mais la priorité, c'est quand même l'éducation sexuelle à l'école. C'est souvent quelque chose qui alerte les parents parce qu'en fait, d'abord, ces cours, pour certains, ressemblent plus à des cours de sexualisation des enfants que d'éducation sexuelle, à vrai dire. On a eu des témoignages qui sont parfaitement glaçants, où on apprenait à des enfants ce qui était, je suis désolée de le dire, la fellation et la sodomie, à des enfants de primaire, donc des enfants de 8 ans. Donc ça, c'est un moment où en fait les parents se sentent totalement dépossédés de leur rôle essentiel vis-à-vis de leurs enfants, à savoir qu'ils sont les premiers éducateurs de leurs enfants, et ils ont l'impression en fait qu'on bouscule leur enfant dans son intimité, dans ses représentations intimes. Et à ce moment-là, en fait, souvent, ça sert de révélateur où ils disent non, mais en fait, là, il y a quelque chose qui dysfonctionne gravement, puisqu'en fait, on égratigne vraiment voilà, l'intimité de leur enfant. Et c'est souvent la première chose qui les réveille un peu sur ce qui se passe à l'école. Quels sont les résultats du colloque que vous avez organisé la semaine dernière et quels sont vos projets en termes peut-être de militantisme, d'influence? Alors, ce colloque, en fait, il revenait sur toutes les associations, les actions que nous avions pu organiser, sur notre organisation, sur voilà, nos victoires aussi, puisque nous en avons eu quelques-unes et assez significatives. On a réussi à faire enlever un dessin animé sur la plateforme Netflix, à faire retirer des livres de bibliothèque, à annuler cette sortie scolaire dont vous parliez. Et puis, nous avions également des tables rondes avec des intervenants extérieurs qui nous ont, comment vous dire, confortés dans notre action et dans les constats que nous faisions sur l'école. Et nous avons également, sur une dernière table ronde, essayé de proposer un certain nombre de solutions pour l'école, notamment en reprenant effectivement le programme que proposait Reconquête durant l'élection présidentielle.
et qui propose un certain nombre de choses assez simples à mettre en place qui permettraient de sauver l'école. En fait, on sait très bien comment la sauver, c'est-à-dire qu'on avait une école qui fonctionnait très bien il y a quelques années, quelques décennies maintenant malheureusement. Il faut en finir avec le pédagogisme et sortir l'idéologie de l'école. Il faut que nos enfants apprennent des savoirs à l'école et non pas qu'on leur apprenne des opinions comme étant des savoirs. Donc voilà, nos projets, c'est de continuer à porter ce message-là et permettre à un certain nombre de parents de venir vers nous avec leurs témoignages, avec leurs difficultés à l'école, de s'en emparer et de pouvoir avoir une action sur l'institution scolaire, sachant qu'une des armes de parents vigilants, c'est que nous permettons aux parents de conserver leur anonymat et donc de moins s'afficher à l'école et de moins mettre leur enfant en difficulté vis-à-vis du corps enseignant. Tous les parents redoutent, si jamais en fait ils montent un peu trop fort au créneau, que à terme leur enfant soit saqué. C'est une des possibilités qu'offre Parents Vigilants, c'est-à-dire de dire les choses comme elles sont, avec bienveillance, parce qu'on essaie d'instaurer un dialogue, mais fermeté. Et ça, parfois, les parents ont tendance à nous dire non, on n'ose pas, parce que si jamais on le dit trop, on interpelle trop le chef d'établissement, notre enfant, il va être pris en grippe, et derrière, son cursus scolaire va s'en ressortir. Parents vigilants, ça permet de créer le biais suffisant pour protéger les enfants et sauver l'école. Merci beaucoup Agnès Marion. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Parents Vigilants destinée à lutter contre les dérives wokistes islamistes, porte-parole du réseau, islamistes et LGBT à l'école. À bientôt.